Van Kovlert, bonjour. Vous êtes auteur, vous avez écrit plus de 30 romans, mais aussi des essais, des pièces de théâtre et des spectacles musicaux. La première question, elle est simple, c'est d'où vient cette envie de toucher à autant de genres différents? En fait, je fais toujours la même chose. Je raconte des histoires à des publics différents et d'une manière variée. Il y a la solitude du romancier qui est pour moi très importante. Rêver pendant des années des personnages qui vivent dans mon arrière-boutique, que je travaille, qui me parlent, que je couche sur le papier. Et puis parfois un roman peut mettre 15 ans, 20 ans, mais j'en écris d'autres entre-temps. Il y en a qui attendent, il y en a qui ne peuvent pas attendre, qui demandent tout de suite à venir au monde. Et entre ces moments-là, il y a ces moments de travail collectif qui sont un film, un opéra, une pièce de théâtre. Et en fait, j'ai toujours fait ça. J'ai commencé à écrire à 8 ans et à faire du théâtre à 8 ans aussi. Donc il y a toujours eu ce besoin de la solitude créatrice et ce besoin de participer à une création collective. Et justement, ce dernier roman, il fait partie de quelle catégorie? Celle où il a eu besoin de sortir tout de suite? Ou est-ce qu'il a mis du temps? Et justement, ce dernier roman, il fait partie de quelle catégorie? Celle où il a eu besoin de sortir tout de suite? Ou est-ce qu'il a mis du temps? C'est une bonne question. Il a mis... en fait, il a été déclenché par une lettre, par une rencontre. Et il a mis quelques années parce que en fait, un jour, je reçois une lettre à l'entête d'un hôpital et j'ouvre et c'est un gamin de 12 ans qui me parle de mes livres avec une finesse, un humour, une profondeur extraordinaire. Et au point que j'appelle à l'hôpital pour savoir qui est ce gamin, pourquoi il est là, bon, sans pénétrer dans le secret médical, mais voilà, et on me dit qu'il a une maladie orpheline, qu'il est en soins palliatifs pédiatrie, et je demande si on peut le voir, et on me dit oui. Et l'infirmière ajoute, mais ne tardez pas trop, ce qui déjà, augure pas très bon. Et j'arrive évidemment avec une émotion préalable qu'on imagine. Et là, il se passe le contraire de ce que j'attendais. J'arrive dans un concentré de vie, d'énergie, d'espoir, d'humour, à la fois d'hyperlucidité et de parenthèses que je pensais vraiment tragiques. En fait, c'est très simple. Dans ces enfants qui savent qu'ils n'en ont pas pour longtemps sur Terre, ils n'ont pas de temps à perdre. Alors, il y a ceux qui dévissent, il y a ceux qui tout de suite se renferment, mais ils sont finalement, me disent les affirment ça, beaucoup moins nombreux. Il y a ceux qui justement décident que voilà, ce moment-là, qui est un combat contre leur corps, contre des médicaments, contre des effets secondaires. Il n'y a que l'énergie du rêve, du rire, de la projection dans un avenir qu'on veut avoir tout de même, qui va les maintenir. Et donc, je repars avec vraiment cette... je pensais apporter quelque chose, et en fait, c'est eux qui m'ont offert cette leçon de vie, d'énergie, et voilà, j'ai mis du temps à trouver comment donner la parole à ces émotions-là. Et je fais parler un petit garçon de 12 ans qui s'appelle Thomas, comme dans la réalité, celui que j'étais venu voir. Et un jour, une femme clown ouvre la porte de sa chambre, lui dit: Thomas, j'ai une bonne nouvelle, la médecine ne peut rien pour toi, mais toi, tu as les moyens de soigner la terre, et c'est ça qui rendra ta guérison nécessaire. Et elle se met à lui donner des défis pour sauver telle espèce animale, telle espèce végétale, la grande barrière de corail, tout ça. Et elle dit: t'es pas seul, je fais travailler des enfants malades comme toi tout autour de la Terre, vous vous concentrez en même temps, au même instant, et ça marche. Et l'énergie que vous recevez en échange, c'est ça qui va guérir votre corps. Il n'y croit pas du tout au départ, il tente l'expérience et ça marche. Ce roman est l'histoire d'une guérison racontée par cet enfant. Donc on le disait, vous avez beaucoup écrit. Comment est-ce qu'on arrive à trouver l'inspiration et aussi essayer de se renouveler un petit peu avec le temps? Je ne connais pas l'angoisse de la page blanche, je connais l'angoisse de la page noire. C'est-à-dire, j'écris énormément, mais ça ne va pas, c'est pas ce que je voulais, donc je réécris énormément. Il y a des ratures dans tous les sens, j'écris toujours à la main d'abord et sur l'écran après. L'inspiration, elle est partout, c'est un souffle, c'est une respiration. Depuis l'enfance, et je suis loin d'être le seul, l'imaginaire a été mon domaine d'expression qui a été mon outil de compréhension de la réalité. Et après, quand la réalité s'est mise à me raconter des histoires aussi extraordinaires que ce que j'inventais, je n'allais pas me priver de les transmettre aux autres. Donc il y a dans mon œuvre ce volant purement romanesque,
Et puis des essais, des documents comme l'avant-dernier, L'insolence des miracles, qui sont vraiment un point sur des réalités incroyables, attestées par la science, et qui sont là pour nous raconter des histoires qui doivent nous faire sortir de nos limites, nous pousser à nous transcender, à nous dépasser, à casser les peurs, les inhibitions, les limites illusoires que nous nous posons. Donc il y a ces deux forces-là, si vous voulez. Donc l'inspiration, elle est partout. La réalité m'inspire, mon imaginaire m'inspire, les autres m'inspirent. Et puis, voilà, l'état du monde aussi. Donc tout est inspiration. Tout est transpiration après, dans la création aussi. Il faut se fatiguer, se donner du mal, mais ce souci de l'effort qui justifie, voilà, qui donne un plaisir qui justifie toutes les difficultés qu'on traverse pour l'obtenir, mais un plaisir qui n'est pas destiné qu'à soi, qui est un plaisir à partager. Et en parlant de partage, vous remettiez hier le prix de la nouvelle jeunesse. Quel regard vous portez sur cette nouvelle génération d'auteurs, là, petits et un peu plus adultes qui arrivent? Alors ça fait plus de 20 ans qu'existe ce concours, donc ouvert aux élèves des écoles élémentaires, des collèges, des lycées, et là on a même rajouté les prépas. On en est à 300 manuscrits qu'on reçoit, il y en a de plus en plus, et la qualité n'arrête pas de grimper. Avec un sujet par an, un sujet imposé. Cette année, c'était les galets disparus. Alors, à partir de ce mystère, il arrive sur les plages de Nice. Certains en ont fait des enquêtes policières, certains en ont fait quelque chose de fantastique, d'autres en ont fait symbolique. Il y a même une jeune fille qui a imaginé une psychanalyse des galets. C'est une chose extraordinaire. Comment les galets sont là pour nous écouter, on leur confie tout ce qui nous gâche la vie, tout ce qu'on écrit dessus. Vraiment, il y a des idées absolument épatante. Quelqu'un a inventé un compteur de galets payé par la mairie de Nice. Donc, un autre met en scène Monsieur Estrosi qui va faire le gendarme sur la plage pour choper les voleurs, les pilleurs de galets. Et puis, il y a une nouvelle bouleversante qui a été le coup de cœur de cette année. Chaque fois, il y a un classement dans chaque catégorie et puis il y a un coup de cœur. Et c'est une jeune fille en classe de seconde qui a inventé l'histoire d'un peintre sur galet, un garçon qui n'est pas du tout intégré et qui raconte tout ce qui lui fait mal sur ses galets. Et un jour, il arrive là où il les cache, à l'embouchure du Magnon, les galets ont disparu. Et il découvre celle qui a piqué les galets, qui a piqué son histoire, qu'il écrit sur pierre. C'est la nouvelle du collège qui est arrivée, qui est une réfugiée ukrainienne de la guerre. Et ils vont communiquer à travers les galets. Il va lui apprendre à peindre sur les galets, elle va lui raconter la guerre sur les galets, et il va naître une histoire extraordinaire entre ces deux êtres, et qui finit mal, au sens où, dans la nouvelle, la guerre d'Ukraine s'arrête, et donc la fille doit repartir chez elle. Donc c'est cette sensibilité, cette imagination, chaque année, fait mentir tous ceux qui vous disent les enfants ne lisent plus, sont juste sur leurs écrans, communiquent plus, ils sont dans leur bulle, pas du tout. C'est vraiment chaque année une leçon de dynamisme, comme ce qui a déclenché l'enfant qui sauva la Terre. Franchement, le monde des enfants est en train de bouleverser toutes les prédictions catastrophiques sur le déclin. Alors, d'une part, Nice, je suis le régional de l'étape, hein, en tant que niçois. Je suis hélas, enfin, hélas pour les autres, le survivant des parrains fondateurs qui étaient Max Gallo, Louis Nucera, Raoul Mille. Voilà, c'est de voir ce salon grandir chaque année et ne jamais perdre son âme, c'est très important. Et enfin, la dernière question, c'est pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être là au Festival du Livre de Nice? Alors, d'une part, Nice, je suis le régional de l'étape, hein, en tant que niçois. Je suis hélas, enfin, hélas pour les autres, le survivant des parrains fondateurs qui étaient Max Gallo, Louis Nucera, Raoul Mille. Voilà, c'est de voir ce salon grandir chaque année et ne jamais perdre son âme, c'est très important.